Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur 237 Story, votre podcast hebdomadaire qui traite de l'actualité politique, sociale, économique, actualité des réseaux sociaux. Aujourd'hui, notre podcast va s'intéresser à plusieurs sujets d'ordre politique. On va parler notamment du décès de Prigojine, celui-là même qui a été à la tête du groupe Wagner. On va aussi parler de la mort, de la mort ou bien de l'assassinat, on ne sait pas trop, du consul français au Cameroun. Nous allons beaucoup plus nous intéresser à ces sujets qui ont fait des choux gras de l'actualité africaine ces derniers jours. On se pose bien la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe en Afrique, qu'est-ce qui se trame. On a l'impression de vivre cette malheureuse période ces maléreuse période des premières et deuxième guerre mondiale. Au Niger aussi, le chef de la junte qui a renversé le président Mohamed Bazoum propose une transition de 3 ans maximum, ce que rejette la CEDEAO. Nous allons procéder au décryptage de cette actualité aussi. La problématique aussi de la fraude aux examens, cas des résultats des examens pour l'accession au statut de premier clerc de notaire au Cameroun, publié le 17 août dernier. On fera le point aussi sur cela si le temps va nous le permettre, parce que les sujets sont assez intéressants et puis on n'a qu'une heure de temps pour vous entretenir sur tous ces sujets. Et pour cela, je ne suis pas seule, je suis accompagnée ce soir de AC, de Chicharito, de CWK. Je suis Anne BD, toujours là pour vous servir. D'entrée de jeu, parlons des sujets un peu plus actuels. C'est vrai que tous les sujets sont actuels, mais celui qui fait vraiment un tollé dans dans les réseaux sociaux et tous les médias traditionnels, c'est vraiment celui du décès, de l'assassinat. On ne sait pas trop de Prigojine, celui qui était à la tête du groupe Wagner. Bonsoir, bonsoir. Je le disais tantôt, je suis pas seule, je suis avec AC, CWK, Chicharito. Bonsoir à vous tous. Bonsoir NBD, Ouais. bonsoir à CWK, bonsoir à C et bonsoir également à tous nos auditeurs et auditrices de 237 Story. Et justice. Et bien sûr, justice pour MZ. Voilà. Merci. Bonsoir, bonsoir, CWK, bonsoir AC. J'espère que vous allez bien. Bonsoir NBD, bonsoir C, bonsoir également à Chicharito et je vais dire justement que justice Mhm. soit faite si besoin il était encore, s'il fallait encore le rappeler ici. Sinon, Oui. bonsoir également à tous les internautes qui nous suivent, bonsoir à tous ceux qui sont abonnés à 237. Dit que c'est toujours une belle occasion de venir échanger avec tout le panel et surtout de donner des idées constructives. On l'espère en tout Oui. cas. Merci. Alors, AC, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu te portes très bien ce week-end. Super bien, ça va. Si ce n'est la fatigue. Mais sinon, ça va, ça promet. J'espère que les sujets qui sont assez intéressants vont, euh, vont stimuler la force et, et puis le sommeil va partir pour un petit moment. Ça ira. OK, d'accord. Alors là, on va commencer avec ce sujet qui a été proposé d'abord par AG et puis qui m'a été proposé simultanément par AG et par CWK. Alors CWK, je te déroule le tapis rouge. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire un briefing sur la personne de Prigojine? Bon, dit de faire un briefing sans être russophone. Je vais dire Oui. simplement que je vais donner le gros des idées et des informations que nous connaissons tous. À la Oui. différence qu'on ne suivra pas seulement les informations qui viennent des médias français, mais également Mhm. des médias Oui. et des médias un peu qui ne sont pas forcément partisans de les Occidentaux. Alors, Oui.
Evgeny Prigogine, je veux dire, c'est un restaurateur, pour être plus simple. C'est d'abord un restaurateur, un magnat de l'économie russe Mhm. qui a fait vraiment ses classes en commençant par la restauration. Ensuite, il a un très grand restaurant luxueux, quand même, Il qui est avait. assez coûteux. Il faut le dire comme ça. Je dis là parce qu'en Russie, on ne sait vraiment pas quand quelqu'un meurt ou quand il ne meurt pas. Ne soyez pas surpris que du jour au lendemain, on dise qu'il n'était pas mort. Ça pourrait être une machination. C'est du moins ce que beaucoup de personnes tendent à Bon, penser. oui, Sinon, pour rester sur les versions les plus officielles de ce que la plupart des médias s'accordent à dire, euh, oui. Evgeny Prigogine était un très grand restaurateur qui a donc Mhm. eu la chance comme ça de rencontrer pas mal de personnes et a été je vais dire, soutenu par Vladimir Poutine Oui, depuis très longtemps, avant même qu'il ne devienne chef de guerre. Et c'est de là que on va voir naître une autre facette de ce restaurateur qui, connaissant, rencontrant de plus en plus de monde, va être intéressé également par ce qui concerne la guerre et très, très impliqué dans pas mal de choses. Il va donc créer oui, sa milice privée. Il faut bien le signaler, c'est une milice privée appelée Wagner, qui est oui. vraiment le coup qu'il a fait connaître beaucoup plus à travers le monde entier. Wagner, c'est Mhm. quoi? C'est sa structure mise sur pied avec des militaires qui ne respectent pas forcément les canaux classiques de l'armée russe ou bien de l'armée reconnue telle que dans le monde, telle qu'elle dans le monde entier. Alors, Wagner, c'est sa chose, comment on peut le dire comme ça. Oui, Une sorte de sont des mercenaires qui viennent, vous les appelez, vous les payez et ils font ce pourquoi vous les avez appelés. Si vous voulez qu'ils viennent mettre la paix dans votre pays, ils viendront. Maintenant, ils ont leurs conditions aussi. Donc, c'est un oui. peu cet homme qui n'était pas forcément aimé par les Occidentaux, mais qui, à un certain moment, il y a encore quelques mois, je pense 2 mois par là, parce qu'il était sur le front, en même temps il est en Afrique, parce qu'il est beaucoup apprécié par certains Africains, mais également il est sur le front de la guerre en Ukraine. Et malheureusement, il a eu maille en partie avec le ministre des Armées russes, également, je pense, un des conseillers militaires de Vladimir Poutine. Et il voulait avoir plus de munitions. Cet homme de terrain, parce qu'il faut le rappeler, c'est d'abord quelqu'un qui aime le terrain. Il a été sur le terrain pendant très longtemps et il a demandé à avoir plus de munitions. Il aimait bien se filmer, faire des vidéos qu'il envoyait où il ne faisait pas forcément l'apologie de l'armée russe, dans laquelle il disait, donnez-nous des armes, des munitions, on va combattre les Ukrainiens. Sur ce champ-là, il n'était pas aimé par les Occidentaux. Mais quelques mois après, puisque les munitions tardaient à arriver, il s'est ligué contre Vladimir Poutine, qui était jusqu'ici son très bon ami. Et on a tendance à penser ces temps-ci que les soucis qu'il a eu avec Poutine pourraient être à l'origine de sa mort, parce qu'il a fait carrément un moment, il a dit que ses troupes allaient marcher pour venir carrément à Saint-Pétersbourg pour pouvoir déloger Vladimir Poutine du Kremlin. En cours de route, il s'est arrêté. On ne sait pas pourquoi. Et on a annoncé un moment qu'il s'était enfui juste à côté, qu'il était dans un pays voisin, mais il était resté en Russie. Il y a donc moins d'une semaine par là, je crois 3 ou 4 jours, on nous annonce qu'il est mort. Il est mort, il serait mort dans un crash. Je parle au conditionnel. Il serait mort dans un crash d'avion. Il y a 2 avions qui ont pris la route de Saint-Pétersbourg pour aller à la capitale. Et c'est sur ce petit trajet-là, dans un avion privé, donc, Oui, qu'il serait mort suite à un crash qui a quand même causé la mort, il faut le rappeler, pas seulement de Prigogine, mais de près de 8 personnes très importantes sur le maillon de Wagner, parce qu'il y a son bras droit, directement, je pas, Usyk, qui est mort également dans ce crash-là. Et mhm. quand on sait que les Wagner avaient prévu quelque part que si jamais il n'est plus là, si jamais Prigogine est mort et il y a quelque chose qui peut lui arriver, parce que je pense il était prévoyant, si jamais quelque chose lui arrive, et qu'il meurt, la logique voudrait que ce soit son bras droit qui soit le prochain chef de Wagner. Oui, Jusqu'ici, les nouvelles disent que tous sont dans. Moi, je pense qu'ils étaient 8 à peu près ils étaient 8 ou 9 dans l'avion qui s'est crashé. oui. Les questions se posent. Voilà en gros ce que je peux dire sur cet homme qui n'était pas forcément apprécié de l'Occident, non, mais qui quelque part a marqué l'histoire, même si c'était d'une manière brève. Oui, de courte durée. Alors, Chicharito, quels sont les rapports qu'entretenait Wagner, Prigogine et l'Afrique? Quels sont les rapports politiques? Est-ce que tu peux savoir ce qui se tramait entre eux, je sais pas, les contrats,
ce qui traitait entre eux parce que vraiment, il y avait une présence très forte de la Russie au travers de Wagner en Afrique de l'Ouest, surtout. Bon, en fait, il faut dire que, d'emblée comme ça, il faut dire que avant la guerre en Ukraine, la Oui. Russie n'avait jamais reconnu le groupe Wagner. En gros, dans la législation russe, on ne reconnaît pas les milices, en fait. Les milices Mhm. privées, si tu, on ne reconnaît pas ça. De manière générale, je vais dire les mercenaires. Donc, la législation russe ne reconnaît pas les mercenaires. Donc, officiellement, avant la guerre en Ukraine, officiellement, le Kremlin n'avait jamais reconnu Wagner. Et à chaque fois qu'on associait Wagner au Kremlin, les discours officiels disaient toujours non, nous ne connaissons pas cette entité-là. Mais pourtant, ceux qui analysent quand même un peu, qui connaissent un peu la chose politique, savaient pertinemment qu'un groupe militaire privé comme ça ne peut pas se déployer dans autant de continents sans forcément l'aval du Kremlin. Ce n'était pas possible. Et donc, ils ont intervenu, par exemple, ils sont présents en Libye, ils ont intervenu aussi et sont toujours présents en Syrie, par exemple. Et je pense que c'est même aussi un peu grâce à eux que le gouvernement de Bachar al-Assad n'est pas tombé. Ensuite, ils ont commencé à être fortement visibles en RCA. Parce que tu parlais, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest. C'est beaucoup plus d'abord en RCA qu'on les a vus avec le... Ils étaient au niveau de la garde rapprochée du président Faustin Archange Touadéra. Donc, c'est à partir de là qu'on a véritablement vu la milice Wagner sur le terrain africain. Ils étaient déjà présents en Libye, certes, mais on ne les avait pas trop vus sur le terrain. Ils n'étaient pas très connus. Et donc, ils ont vraiment fait une véritable percée en RCA, au point où, voilà, maintenant, il y a même, on essaie par exemple de faire intégrer la langue russe dans comment je vais dire ça, le programme scolaire centrafricain. Et maintenant, depuis les différents coups d'État en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire au Mali, au Burkina, on a véritablement vu la percée de Wagner dans ces différents pays-là. Et même tout récemment avec le Niger, Prigojine avait déjà annoncé que ces hommes allaient s'y rendre également. Et ce qui veut, comment je vais dire ça, la véritable notoriété, en fait, si je peux m'exprimer ainsi, de Wagner, ça a été la bataille de Bakhmut sur le front ukrainien. C'est véritablement là que Wagner a pris l'ampleur qu'on ne connaissait pas, en fait. Et c'est à ce moment-là que le Kremlin a finalement reconnu officiellement, en fait, le groupe Wagner comme étant, voilà, travaillant avec eux ou travaillant pour les intérêts de la Russie. Et Prigojine lui-même le disait, qu'il travaille pour l'intérêt de la Russie. Donc, les différents liens, voilà, en Afrique, c'est surtout dans les différents pays que j'ai cités. Ils sont également présents aussi, si je ne me trompe pas, au Soudan. Au Soudan. Ils sont aussi présents au Soudan. Donc, bref, ils ont vraiment fait une percée en Afrique. Et pour moi, j'ai envie de dire que on va dire ça, c'est plutôt un instrument étranger de la Russie qui a véritablement permis à la Russie de revenir en fait en Afrique, si je peux m'exprimer ainsi. Et maintenant, on Mhm. voit que la Russie conteste un certain nombre de précarés français. Et donc, en termes de contrat, je n'ai pas plus d'infos que ça. Bon, comme c'est une milice privée, je suppose qu'elle est rémunérée. Les différents États n'ont pas forcément d'argent. Mais je suppose qu'elle est rémunérée en termes de ressources naturelles. Ça peut être de l'or, par exemple. Et donc, voilà ce que je peux dire dans un premier jet comme ça, concernant le groupe Wagner. Voilà. En fait, apparemment, ils sont rémunérés en termes de ressources minières, forestières, euh, aussi comment on appelle ça? D'uranium, d'uranium, de gaz et contre les armes militaires aussi et Bon, de en la fait, sécurité militaire. oui, en fait, c'est une milice privée qui t'apporte une sécurité militaire. Donc, forcément, Oui, voilà, c'est en échange de quelque chose. Ce en n'est pas échange de pour, pétrole et tout voilà, ce n'est ça. pas pour nos beaux yeux qui le font, hein, c'est normal. C'est dans une stratégie d'intérêt. Et Oui. donc, tant que comment je vais dire ça, les États africains trouvent leurs intérêts, moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? C'est vrai qu'on parle de sécurité militaire et d'armes aussi, mais vraiment, quel est l'intérêt particulier qu'a l'Afrique à traiter avec la Russie?
C'est Contrairement à la France c'est une très ou bonne, aux autres pays occidentaux comme les c'est une États-Unis. excellente, une excellente question que tu poses. Et pour répondre à cette question, je peux donner un exemple du Mali que je suis un petit peu. Oui, oui, En fait, je sais pas si je crois le colonel Assimi Goïta, disons le président actuel du Mali, oui. il a vécu quelque chose au niveau des Kidal. C'est une partie du Mali où, par Mhm, exemple, lors d'une intervention militaire avec les soldats français avaient interdit aux soldats maliens de pénétrer à l'intérieur de cette ville-là. Et il a tellement été choqué par cette situation-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, avec la coopération militaire, et en plus de ça, c'est le docteur Maïga, si je ne me trompe pas, ministre des Affaires étrangères malien, qui l'explique. En fait, lorsque l'État malien voulait même acheter des armes, en fait, mhm. la France, par exemple, mettait un embargo sur l'achat de ces armes-là. Donc, ils ne pouvaient se défendre qu'avec les armes fournies par, par les États, les pays occidentaux. Et en Mhm. général, c'était des armes rudimentaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo qui a vraiment fait le tour du monde, où les soldats maliens s'entraînaient à tirer avec le son de leur bouche, en fait, tellement ils n'avaient même pas de balles, Oui. l'heure de Wow. leurs entraînements. Et Mhm. aujourd'hui, avec la coopération avec la Russie, par exemple, on voit que l'armée malienne est, par exemple, équipée en termes d'aviation, en termes d'armes lourdes. Donc, franchement, ça a complètement changé la donne. Et on voit Mhm. que sur le terrain, en fait, ils peuvent maintenant réagir d'égal à égal face aux terroristes, tout simplement. Ok, d'accord, on comprend un peu mieux. Mais là, pourquoi lorsque, par exemple, nous sommes ici au Niger, lorsque la population ou bien la junte militaire actuellement en place renverse le président Mohamed Bazoum, elle crie le nom de Poutine. Pourquoi pas le nom de Wagner, mais le nom de Poutine? Pourquoi? Alors que c'est Wagner qui est sur le terrain, c'est Wagner qui est là qui est là avec ses armes, ses soldats, la sécurité. Pourquoi crier le nom de Poutine alors que Wagner est là comme je sais pas, comme le Messie africain? Il faudrait déjà le dire. Après Mhm, ce qui s'est passé en Ukraine, depuis l'offensive que la Russie a lancée à l'Ukraine, il faudrait dire mhm, que c'est une action qui a vraiment ébranlé le monde et qui a ouvert les yeux à plusieurs pays. Parce que jusqu'à présent, on peut dire que les pays européens étaient placés comme les superpuissances dans le monde, les pays européens et les États-Unis. Donc, voir un pays tel que la Russie, qui a pris son courage à deux mains et a décidé ben, de lancer une offensive vers, on va dire, vers le choyer mhm, de, 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 de l'Europe, c'était vraiment un affront assez osé. mhm. Et aujourd'hui, si la Russie reste debout, ça veut dire que en réalité, ces pseudo-géants ne sont pas aussi géants que ça. Oui. D'où la réflexion fondée pour tout pays africain qui cherche à avoir un autre menton, un autre couvert que celui du joug colonial qui perdure jusqu'à présent, de pouvoir essayer de trouver d'autres alternatives telles que la Russie. Et il faudra le dire dans les propos de mon copanéliste tout à l'heure, il a pu soulever que la force Wagner n'est que comme un service, je veux dire quoi, un service d'utilité. Si on me paye pour travailler à de bonnes fins, je le fais. Si on me paye pour travailler à de mauvaises fins, euh, je le ferai également. Donc, c'est comme un État. Je prends un exemple, on va dire stupide, qui me vient là comme ça à l'esprit. Mhm, C'est comme un État qui décide, par exemple, de répondre aux besoins en eau d'une mhm, population. On va prendre le cas du Cameroun, on embrasse Kamwata. Quand mhm, Kamwata va faire son travail, les populations auront de l'eau en abondance et l'eau de qualité
avec des factures moins chères. On ne va pas crier le nom de Kamwat, mais on va crier le nom de la personne qui est derrière l'action que Kamwat a posée. Donc, pour moi, c'est ce qui explique actuellement euh, le retournement de la baisse de l'Afrique, on va dire. Donc, voilà un peu. Ok, d'accord. Mais là, j'ai une autre question. Euh, qu'est-ce que, comment est-ce que, quel est le regard que portaient les Africains? Même pas ça. D'abord, c'est deux questions, hein. Je vais faire d'une pierre deux coups, je pose deux questions. Quel est le regard que portaient les Africains sur Pigogine? D'abord. Et ensuite, au regard des pleurs, au regard des lamentations qu'on essaye de voir sur les réseaux sociaux, quel serait l'impact du décès de Pigogine en Afrique? Je suis vraiment je suis vraiment circonscrit dans une zone bien définie. Je suis en Afrique de l'Ouest. Quel serait l'impact du départ de Pigogine en Afrique de l'Ouest? Pourquoi est-ce que les Africains se lamentent tellement? Pourquoi est-ce que les influenceurs, c'est-à-dire les lanceurs d'alerte, tous ceux qui font des vidéos en politique, les Africains disent que vraiment l'Afrique est dans un sale pétrin, l'Afrique, vraiment. Bon, quand je suis devant ce genre de vidéo, je me pose bien la question de savoir qu'est-ce que comment ou bien que représentait Pigogine pour les Africains. Et maintenant, le fait qu'il ne soit pas là, quel est l'impact maintenant de son absence en terre africaine? La question est pour celui qui veut bien la prendre, hein. D'accord. Moi, je vais pas forcément répondre à la question de manière directe, mais je vais Oui, essayer de soulever quand même un pan de la question de la mort de Prigogine. Parce que, oui. faudra le dire, à ce jour, Prigogine a déjà simulé sa mort 2 fois. Mhm. Qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas une autre simulation? Déjà, voilà un fait. Qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas une autre simulation, puisque il a fait déjà à 2 reprises. Aujourd'hui, pour moi, au lieu de pleurer un peu comme le spectacle se vit sur les réseaux sociaux, on devrait d'abord se poser la question que, du moins se méfier de prime abord. Est-ce que c'est réellement vrai? Est-ce que c'est ça? Parce qu'à 2 reprises déjà, il a simulé sa mort. Oui. Et après, bon, pour revenir à la question concernant l'Afrique et tout, moi, pour moi personnellement, je trouve même pas qu'il y a des raisons à pleurer ou à crier quoi que ce soit. Nous sommes vraiment dans une Est-ce que tu mouvance es du même actuelle. avis? Est-ce que vous êtes du même avis qu'elle? Est-ce que il ne faudrait pas pleurer l'absence de Pigogine? Ou bien se lamenter du fait qu'il ne soit plus là, entre guillemets. Mhm. Alors, si Tariq te le permet, je vais prendre la parole juste Vas-y, avant, vas-y, parce que vas-y. je sais qu'il aura sûrement quelque chose à dire par rapport à quelque Oui. chose de piquant. En fait, ce n'est pas Prigogine que l'on pleure, il ne faut pas pleurer Prigogine, mais c'est un peu comme un enfant quand il devient orphelin. Quand on Oui. paie papa ou qu'on paie maman, le problème, ce n'est pas plus... Généralement, est-ce que c'est papa ou c'est Papa, maman qu'on comment, maman, paie à comment, l'instant? explique-nous un peu les relations de paternalisme qui existent entre Non, non, Wagner et puis l'Afrique de l'Ouest. Parce que quand on dit pardon. papa, maman, du moment où nous sommes en train de traiter d'égal à égal, je te donne l'exemple de la sécurité, toi tu me donnes ton pétrole, ton gaz, tes ressources forestières, minières et tout. Moi, je veux savoir quelle relation de paternalisme il y avait entre les deux parties. On ne peut pas évoquer, on ne peut pas parler on peut pas à proprement parler, évoquer ici une relation de paternalisme, mais plutôt une relation du grand frère ou de ce tonton expérimenté qui vient être comme le couvert pour pour nous protéger. Nous protéger de quoi maintenant? C'est ça qu'on ne sait pas. Nous Ou nous protéger de protéger de quoi? qui? Voilà. Et de De quoi, de qui ou de qui? quoi? Parce que c'est ça qu'on ne... Sinon, on dit que Evgeny Prigogine est simplement le visage que l'on connaît de Wagner. C'est-à-dire, c'est le visage le plus en vue. Quand on parle, par exemple, de la Russie, la première personne que l'on va évoquer quand on parle de la Russie et que l'on veut voir, ce sera Vladimir Poutine. De la même manière, quand on parle de Wagner, c'est ce monsieur-là que l'on voyait. Et je suis sûr qu'un autre monsieur va émerger pour dire peut-être, voici le nouveau visage de Wagner. Sauf si le gouvernement russe change
milice Wagner dans son corps armé. Ce qui est une possibilité puisque tous ces mercenaires ne vont pas être jetés en pâture comme ça dans la nature, de peur de faire Ouais. n'importe quoi. Donc, il faut bien qu'ils soient encadrés et l'une des ouvertures pourrait être qu'ils soient intégrés soit dans l'armée russe. Seulement, il faut se rappeler que s'ils sont devenus mercenaires, ce n'est pas c'est parce que justement, ils fuyaient les canons classiques de l'armée. Donc, ils voulaient avoir un peu cette liberté d'agir qu'ils ont à travers le mercenariat. Maintenant, pour revenir à ta question, NBD, Oui. je pense tout simplement que le problème, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale avec la République centrafricaine, est le même. Il y a quelque temps ici, on évoquait encore justement le fait que si jamais Wagner puisse, et si jamais il arrive que Wagner, le groupe Wagner soit, que Poutine en tout cas soit renversé, puisque en ce moment-là, c'était ce qui était le sujet, qu'est-ce qui se passera pour l'Afrique? Quelle est la suite? Et c'est maintenant qu'il faut donc penser à cette suite-là. Est-ce que si Wagner n'existe plus, les Africains ne peuvent pas s'auto-gérer? Est-ce qu'ils ne peuvent pas prendre même en charge leur propre protection? C'est la grande question, en tout cas, qui est celle de plusieurs personnes. Et malheureusement, la plupart des gens qui ont eu recours à Wagner jusqu'ici, et c'est le cas qui se vérifie en République centrafricaine, ça semble être des présidents, certes, qui ont voulu se débarrasser, entre guillemets, de la France, mais qui, quelque part, dans ce débarras-là, n'ont pas pensé, ont voulu se rassurer qu'il y aura quelqu'un qui peut répondre à la France. Et ce quelqu'un intervenait un peu comme la Russie. Même si Mhm. officiellement la Russie n'a jamais accepté que Wagner était le bannière. C'était juste des mercenaires qui n'avaient vraiment, ils étaient russes certes, de nationalité, mais ce n'était pas le gouvernement russe. C'est ce que la version officielle dit. Mais Mhm. si on voit un président comme Faustin Archange Touadéra qui a carrément pris la milice Wagner pour garder le palais. On se rappelle encore il a failli avoir un incident diplomatique quand il y a des Français, je crois, deux voitures françaises qui sont passées devant le palais présidentiel et on a ouvert le feu sur eux parce qu'on les a demandé de s'arrêter, ils ne s'arrêtaient pas. Il a Ouais. fallu des négociations pour qu'on s'en sorte. C'est pour dire à quel point lui, peut-être, il a peur pour son pouvoir. Et ayant peur pour son pouvoir, il se rapproche donc d'une nation, d'un pays qui peut riposter si jamais si jamais son pouvoir est attaqué. C'est en tout cas ma lecture. Maintenant, de la même manière en Afrique de l'Ouest, on a constaté avec le Mali, et notamment avec le colonel Assimi Goïta, qu'à un moment, juste après le départ de la force Barkhane, je crois les Maliens, une semaine après, ils ont réussi à tuer près de 200 islamistes dans le désert. Or, la force Barkhane était dans ce désert-là et ils n'arrivaient à voir personne. Quelque part, on se dit, ah mais tiens, ça veut dire que si ces Français ne nous ont pas aidés jusqu'ici et que la Russie qui n'a pas participé à la colonisation, il faut le rappeler encore, est un grand inconnu. C'est encore mieux de fonctionner avec l'inconnu avec qui on peut recommencer les négociations et négocier en de Mhm. meilleurs termes, plutôt Oui, qu'avec oui. quelqu'un que l'on connaît déjà, avec qui on a On l'impression a eu qu'on a des été mauvaises floué. bases. Justement, on a été floué des premières négociations et donc on ne veut plus avoir affaire à lui. C'est pourquoi vous allez voir la plupart du temps, quand il y a ce genre de soulèvement dans les pays, c'est le drapeau russe qui est agité, pas parce qu'on aime trop la Russie. On sait bien que la Russie viendra prendre quelque chose, mais on a plutôt l'impression qu'avec la Russie, on peut renégocier les manières de fonctionnement et ça permettra peut-être sur des contrats de 500 années, comme on a souvent ici, j'exagère un peu les choses peut-être, mais des contrats où on est carrément à 90% défaillant, de renégocier les choses. Et c'est le cas déjà en ce moment au Burkina Faso. Il y a plusieurs contrats qui sont en train d'être annulés avec la France. Carrément, on essaie de repartir sur des bases plus saines et de dire, bon, vous avez fait des accords avec des prédécesseurs qui étaient un peu à des taux exagérés. Là, on va remodeler les choses et voir est-ce que le Ouais. Burkina va gagner aussi ou bien le Mali va gagner. Mais je me dis que quelque Mhm. part, la grande question du départ de Prigogine reste au niveau de qu'est-ce qui va, la grande inconnue en fait, qu'est-ce qui va Mhm. arriver après qu'il soit parti. Un peu comme je le disais avec une analogie, quand le parent part, quand le parent meurt, généralement, c'est la peur de qu'est-ce qu'on va devenir. Est-ce que comme lui me Oui, donnait l'argent de baigner, comme lui me payait la oui, maison, qu'est-ce que je fais oui, maintenant qu'il n'est plus oui, là? oui, C'est un peu ça oui, qui est oui, souvent la question qui fait le plus peur. oui, 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 exactement. Ok, Qui va me donner les meilleurs conseils. je, Et alors, est-ce que je quelqu'un voulais peut nous juste faire compléter un un peu, bref exposé NBD. sur les rapports qui existaient entre Poutine et Prigogine et pourquoi est-ce qu'on pointe un doigt accusateur dans tous les médias sur Poutine, sur le Euh, décès de l'ex de Wagner? euh, Excuse-moi, NBD, je voulais un peu juste rajouter un certain
quelques points, hein, pas totalement, parce Oui, que je suis un peu en phase avec tout ce qui a été dit. oui, Euh, je suis d'accord, par exemple, avec ce que je crois que c'est Asi ou c'est VK dirait en parlant oui. de serait mort. Parce que moi, je suis d'accord. Je préfère dire serait au conditionnel parce que Mhm. avec tout ce qui se passe en Russie en ce moment, on n'est jamais sûr, en fait. Donc, je préfère attendre. C'est vrai que Poutine lui a fait une déclaration, hein, mais bon, je ne sais pas encore si réellement c'est officiel. Ensuite, CWK demandait qu'est-ce qui va se passer pour euh, les mercenaires de Wagner. En fait, après la rébellion avortée de Wagner, Poutine avait laissé deux choix aux soldats de Wagner. Soit vous intégrez pardon, l'armée régulière, soit vous vous déployez en Biélorussie. Mhm. Et il faut savoir qu'en Biélorussie, c'est le président Alexandre Loukachenko qui est un très proche de Vladimir Poutine. Et pour la petite histoire, Vladimir Poutine a déployé des armes nucléaires en Biélorussie, en fait. Donc, la Biélorussie, c'est comme le prolongement de la Russie, d'un point de vue, comment il va dire ça, géopolitique. Oui. Donc, le fait qu'ils aillent là-bas, pour moi, c'est toujours comme s'ils étaient en Russie, tout simplement. Et Mhm. donc, ensuite, pour répondre à tes précédentes questions, le regard porté sur Prigogine. Bon, en fait, pour moi, voilà, on aimait Prigogine en Afrique parce que quand on parlait de Wagner, on associait immédiatement l'image de Prigogine, tout simplement. Mais en termes d'impact sur son décès, pour moi, de mon point de vue, il n'y aura aucun impact. Parce que comme j'ai essayé de le dire, en fait, il faut voir que Wagner, derrière Wagner, c'est la Russie. Moi, euh, j'aurais plus eu un peu d'inquiétude si on parlait du décès de Poutine. Ça allait plus m'inquiéter. Mais le décès de Prigogine, pour moi, il y aura quelqu'un d'autre qui va le remplacer si la milice Wagner continue à exister. Ou alors, comme je l'ai dit, peut-être que dans les deux options, soit en Biélorussie, soit en Russie, en fait, c'est que la milice ne devrait Si plus la, exister. bon, si la milice de Wagner va continuer à exister, est-ce qu'elle ne va pas poser des problèmes à l'Afrique parce que toujours présent en Afrique, toujours présente en Afrique, constituée pour la plupart de ces anciens prisonniers, anciens violeurs, Mais en fait, comme voleurs, tu veux, bandits. comme je l'ai dit, NBD, en fait, derrière Wagner, c'est la Russie. Donc, c'est vrai qu'ils ont toujours nié cela, mais c'est officiel, c'est acté maintenant. Il n'y a même plus de débat là-dessus. Donc, pour moi, c'est comme je l'ai dit, c'est s'il y a une disparition de Poutine qu'on peut envoyer une inquiétude. Mais si c'est Oui, juste la disparition de Prigogine, pour moi, ça sera, comment je vais dire ça, Wagner va continuer à fonctionner comme avant. Donc, pour moi, oui, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. d'accord. Et ensuite, tu as parlé des rapports. Ta dernière question concernait les rapports qu'ils entretenaient. Bon, pour moi, c'était deux prochains. Donc, Mhm, c'était pas des inconnus, en fait. On parle souvent en Russie des oligarques. En général, les oligarques sont très proches de Poutine, pour la plupart. mhm, Donc, voilà, c'était un oligarque russe, un très proche. Si je ne me trompe pas, c'était même d'abord le cuisinier du Kremlin à la base. mhm, Donc, son métier de base, c'était cuisinier, en fait. C'était un restaurateur. Et oui. donc, c'est un ami très proche de Poutine. Donc, pour moi, il n'y a absolument. Donc, les rapports étaient Mhm. plutôt cordiaux. Et je pense. Mais pourquoi avoir tenté un coup d'État? Bon, voilà, en fait, c'est aussi ça. Pour revenir sur cette histoire, c'est plus les médias occidentaux qui ont parlé de coup d'État. Il n'y avait aucun coup d'État, tout simplement. Il n'y avait pas de coup d'État. En fait, Oui, comme c'est un homme d'affaires, il se rebellait parce que vous savez qu'il a fait. Donc, ces rapports ont été un peu distendus avec l'état-major russe parce qu'il avait un contrat de 6 mois, je crois de 6 mois ou 9 mois, 6 mois, je crois, à Bakou. oui. Il avait une mission de 6 mois. Quand Mhm, sa mission est arrivée à terme, il avait déjà pris, je crois, 95% de la ville de Bakhmut. mhm, Et on lui a dit, bon, ton contrat est fini, il faut que tu retires tes hommes. Et il ne voulait pas. Il voulait donc, comme il restait que 5%, il voulait achever sa mission. Et donc, c'est à partir de là qu'il a commencé à critiquer fortement l'état-major russe. Et mhm. après ça, donc, une fois que cette mission-là est terminée, il n'y a donc plus de contrat. Or, c'est un homme d'affaires. Il souhaite que ses Ouais. contrats soient renouvelés. Voilà donc pourquoi il a marché. La marche qu'il avait faite, il était allé à. Je ne me rappelle plus trop le nom de la ville, mais en fait, c'est la ville qui était. C'est le QG qui gère l'opération spéciale en Ukraine. Donc, c'est Ouais. pour ça qu'il a marché jusque-là. Il voulait rencontrer l'état-major russe, c'est-à-dire le ministre de la Défense, M. Shoigu, ou alors celui de l'état-major. euh,
Son nom m'échappe, Valérie, bon, son nom m'échappe, celui-là. Mhm. Donc, il voulait rencontrer l'état-major. Donc, quand il est arrivé, il ne les a pas trouvés. Il a donc marché, il voulait donc marcher sur Moscou parce qu'il espérait Oui. les rencontrer à Moscou. Mais il n'y avait Mhm. jamais de tentative de coup d'État. Et pour montrer qu'il n'y a pas de tentative de coup d'État, Wagner, ce jour-là, c'était 20 000 hommes. Or, Mhm. vous imaginez qu'en Russie, il n'y a pas que 20 000 soldats, en fait. Donc, Oui. et si vous vous rappelez aussi, il n'y a pratiquement pas eu de coup de feu de tirer. Donc, on ne fait pas Mhm. une mutinerie sans coup de feu. Donc, voilà, c'est plus les Occidentaux qui ont parlé d'un coup d'État, mais il n'y a aucune volonté de faire un coup d'État. Il n'y avait aucune volonté de renverser Poutine, tout simplement. OK. Merci. C'est aussi ça, 237 story. Vous apportez des éclaircies, vous apportez des informations, un décryptage frais et bien illustré par des jeunes Camerounais dynamiques et soucieux de vous instruire sur les faits d'actualité. Nous allons continuer avec un sujet aussi très important, celui du décès des circonstances du décès trouble de Christian Huet, chef de chancellerie, c'est-à-dire consul du consul français au Cameroun, décédé, comme je le disais, dans des circonstances très troubles. On se demande bien, on dit, bon, la presse dit qu'il a été retrouvé pendu chez lui, il s'est suicidé. Il y a eu beaucoup de sorties qui ont raconté des histoires. On ne sait pas vraiment quelles sont les vraies circonstances de son décès. Pourquoi, qu'est-ce qui a amené cet homme âgé de 66 ans à en finir avec sa vie? Je ne sais pas si quelqu'un aurait l'information, la vraie information ici. C'est pas une vraie information. Qu'est-ce qui a poussé cet homme à mettre fin à ses jours? Quelqu'un aurait une idée? Hello? Nous sommes là. Oui, je suis là, mais je laisse la parole aux autres. Je Oui. Ça prend la on ne va pas parole alors. s'avancer. C'est En alors fait, ça qui est pour, mauvais. Quand on fait les podcasts, tu es là, tu ne vois personne, tu te dis que vraiment tout le monde est suspendu à tes oreilles, à tes lèvres, Non, à non, ta nous sommes voix. la NBD, t'inquiète, nous sommes là, nous non, sommes là. nous sommes tous là. Personne n'a encore fui. Je sais que Simplement personne n'est pour, fatigué. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous ne soyez pas... Parce que je sais qu'aujourd'hui, on a enregistré un peu tard. Vous allez m'excuser pour cela. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Non, il faut juste que tu passes la parole à quelqu'un. Tu donnes le nom de celui qui prend la parole. Non, c'est WK, c'est WK. J'aime bien quand tu interviens. J'aime ça ta fait manière bien. Mais c'est de vrai que tu as vu que là, décrypter quand tu les le dis, informations. J'aime elle m'envoie que quelqu'un une fois. Vas-y, vas-y. je Bon, en tout t'écoute. Est-ce cas, que tu as les nouvelles? Ça dit, même si tu mets un peu d'ironie à l'intérieur, un peu d'ironie, un peu de satire, parce qu'il faut quand même un peu critiquer ce genre d'attitude, de comportement quand même. Le suicide, c'est un peu trop. Mais qu'est-ce qui peut pousser je ne quelqu'un qui sais a pas si déjà tu es un peu 66 ans froid. à se suicider? Tout simplement dit que si c'est qu'il fallait rester sur le côté humain et dire, déjà, je vais adresser mes sincères condoléances à toute sa grande famille biologique, mais aussi à sa famille restreinte biologique et sa grande famille diplomatique. Parce que forcément, Mhm. quand il y a quelqu'un que vous côtoyez du jour au lendemain, vous apprenez la manière par laquelle elle est décédée, ça choque un peu. Et Oui. ça peut vous freiner même dans votre ambiance au travail. Alors, Christian, lui, qui s'en va de cette manière tragique, il faut le dire, quand des hauts fonctionnaires d'un État meurent, la logique voudrait qu'il y ait des enquêtes qui soient menées, aussi bien du côté du Cameroun, c'est-à-dire qu'il y a toutes les chances que les enquêtes qui sont en cours, d'après les différentes informations qui sont publiées, les enquêtes qui sont en cours devraient normalement être conjointes entre les autorités françaises et les autorités camerounaises. Pourquoi pas même par Interpol, si c'est qu'il le fallait encore. Alors, Mhm. c'est une manière de dire que c'est quand même, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. On peut faire, si je voulais rester dans l'ironie, malheureusement, c'est un cas de mort d'homme. Si je voulais rester dans l'ironie, j'aurais dit que peut-être une de nos sœurs, d'une ethnie qui tourne bien les reins aurait peut-être pu l'envoûter et que ça s'est mal passé, mais ce n'est pas le cas et ce n'est pas l'occasion ici de faire De le sourire faire. parce que En effet. c'est C'est quand quand même même le père de une vie. quelqu'un.
c'est une vie quand même qui est comme Oui. ça, s'est achevée brutalement et le malheur a voulu que ce soit sur le sol camerounais. Alors, des enquêtes seront forcément menées et la plupart du temps, il est prudent de ne pas s'avancer quand des enquêtes sont en cours parce que on ne peut pas savoir clairement ce qui s'est passé. Toujours est-il Oui. que quand, généralement, il y a un cas de suicide, si, il y a parfois un mot qui peut être laissé par la personne qui se donne la mort. Bon, je ne me vois pas dans un cas où j'irais à l'extrémité de me donner la mort, mais je pense que si lui, en tant que haut fonctionnaire, en est arrivé là, avec tout ce qu'il peut subir comme pression, lui seul peut savoir. Et ce ne sera pas un cas isolé au Cameroun où on voit une autre personnalité se donner la mort, entre guillemets, se donner la mort parce que les enquêtes nous diront si finalement c'est un suicide même ou bien c'est un meurtre déguisé. Ce n'est que les enquêtes qui pourront nous le certifier. Ce ne sera pas un cas unique, ce ne sera pas le seul cas qui sera déjà passé. On espère en tout cas que les enquêtes donneront quelque chose de positif. Ok, d'accord. Voilà, dernièrement, on a été confronté à quelque chose. On a été confronté à une situation. C'est vrai que on a toujours, on est tellement habitué à ce cas d'espèce. Voilà, au Cameroun, comme ça, on remarque que lors d'un examen je- on- des examens des notaires, ces examens-là sont déroulés, le concours, je ne sais pas si c'est un concours ou je vais un peu regarder, je crois, j'ai pris des notes quelque part. Voilà, j'ai pris des notes quelque part, je suis en train d'aller Concours des clercs. fouiller. Oui, le concours Leclerc de notaire qui a été effectué, je pense, le 24 janvier dernier. Il y a deux participants, deux dossiers qui avaient été rejetés. Les deux dossiers ont été rejetés, mais à la grande surprise de tous ceux qui avaient concouru, lors des résultats, les deux noms des deux personnes dont le dossier avait été rejeté ont apparu sur les listes en tant que, c'est-à-dire en tant que, on dit souvent que, en tant que candidat définitivement admis. En fait, les textes qui régissent ce genre de concours disent quoi? Avant de concourir, donc, c'est-à-dire de participer à cet examen, à cet examen de premier clerc de notaire camerounais, il faut faire un stage de 3 ans. Et nos deux candidats ils avaient fini leur formation en décembre, donc ils avaient eu leur diplôme en décembre 2022. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Ils ont eu leur diplôme en décembre 2022. Donc, ils étaient éligibles à un stage. Ils devaient d'abord passer pour une période de stage de 3 ans au moins avant de concourir. Mais là, ils ont eu leur diplôme. Après avoir eu le diplôme, on a lancé le concours. Ils ont monté leur dossier. Et puis, en montant, leur dossier a été rejeté. Mais à la fin, les noms sont sortis. Donc, c'est une actualité qui a vraiment secoué les médias parce que les médias camerounais, à la télé, on en parlait. On appelait des consultants qui ont essayé de dire ce qu'ils pouvaient dire à ce sujet. Et 237 Stories sont aussi vraiment intéressés à la chose. Donc, on se pose bien la question de savoir pourquoi. Je ne sais pas si les textes, est-ce qu'il n'y a pas des textes, je ne sais pas si en tant que journaliste ici ou bien en tant que juriste, si, ou je ne sais pas, amoureux de la culture, est-ce que de la culture générale, est-ce qu'il n'y aurait pas des textes qui, qui, euh, qui punissent ce genre d'actes, ce genre de fraude? Comment des personnes qui, entre guillemets, ont des dossiers rejetés pour des raisons valables se retrouvent candidats, euh, candidats heureux à la fin, définitivement admis, alors que les dossiers ont été rejetés? On ne punit pas ce genre d'actes.
Euh, Cela me rappelle je sais pas, c'était une période, je me rappelle plus de quelle session, où il y avait certains étudiants au concours de l'ENAM dont les noms n'étaient pas dans les listes des personnes dans la liste des personnes qui devaient concourir. Mais à la fin, lorsque les résultats définitifs étaient là disponibles, leurs noms sont arrivés là. Chicharito, explique-moi. non, je suis surpris que tu sois surprise. Donc, en Non, fait, je ne pouvais pas passer. Je ne pouvais pas l'exemple passer. Non. justement que tu donnes concernant l'ENAM, oui, ça s'était passé. Et si je ne me trompe pas, hein, si mes souvenirs sont encore exacts, Oui, le directeur de cette école de l'époque avait été limogé à la suite oui, de cette affaire-là. Mais il faut oui, dire que c'est quelque chose qui est connu de nous tous, nous qui sommes Camerounais, nous savons que c'est du népotisme, en fait, du trafic d'influence, tout simplement. Donc, ça oui. ne nous choque plus, c'est connu de tous, tout simplement. Des personnes qui n'ont même pas passé l'examen, qui ne se sont même pas présentées à l'examen, mais qui au final sont définitivement admis. C'est arrivé, par exemple, plusieurs fois où on a même fait signer au président de la République, on a fait signer au président des nominations des Oui. personnes qui étaient même décédées, en fait. Donc, des choses comme ça ne nous surprennent plus. Mais si tu me permets, NBD, je voulais revenir un peu rapidement sur les précédents sujets en 2, 3 minutes, hein, vite fait. Oui, oui, Ça m'est un peu revenu, juste pour compléter. Donc, le chef d'état-major, c'est Valéry Gerasimov pour la Russie. oui. Et la ville, c'était Rostov-sur-le-Don. Voilà. Mhm. Et l'affaire du vice-consul, moi, je suis un peu surpris que tu sois passé rapidement là-dessus parce que pour moi, c'est un gros scandale quand même. Oui, C'est parce que, bon, comme on dit, on parle pas mal des personnes qui sont parties, hein, mais il faut savoir oui. que le vice-consul il y avait déjà une enquête qui pesait contre lui euh, sur les faux visas au Gabon. Mhm. Et ensuite, il y a aussi une affaire similaire du coup au Cameroun. À la suite de ça, donc de ce qui se dit dans les couloirs, pardon, il y Mhm. avait une histoire de faux visas. Il avait délivré plus de 400 visas. Oui, oui, oui. Et l'affaire, donc, ce qui s'est dit hein, officieusement, c'est que c'était une affaire de chantage, en fait. Apparemment, le Mhm. vice-consul a donné à des pratiques sexuelles pas très orthodoxes et il a été victime d'un chantage. À l'issue de ce chantage-là, pour compenser, il délivrait des visas Mhm. et la mascarade a été découverte, une enquête a été ouverte. Et quand l'enquête a été ouverte, il se pourrait que les visas, il ne pouvait donc plus délivrer les visas parce qu'il était, bref, il y avait une enquête qui pesait contre lui et la pression a été tellement forte que on ne sait pas si c'est un assassinat ou du coup, où il s'est suicidé. Donc, c'est à peu près cette histoire-là. Après, CWK Oui. a dit quelque chose, il parlait il ne sait pas si les enquêtes vont donner quelque chose. Pour moi, bon, j'aimerais que ça donne, mais je suis un peu dubitatif parce qu'il y a Oui. déjà eu des citoyens français par le passé qui sont décédés et les enquêtes n'ont jamais abouti. Je parle comme ça de Monseigneur Yves Plumet. Ça, c'est dans les années, je ne me trompe plus, dans les années 90. Il y a également eu les deux sœurs de Djoum. Pour les détails de ces histoires-là, je renvoie nos auditeurs à un livre qui a été écrit par un jeune Camerounais, Arok Etchemen. Et le livre s'appelle Rivière de sang, enquête sur les morts non élucidés qui ont marqué le Cameroun. Donc là-dedans, il retrace toutes ces histoires-là, et notamment celle dont j'ai parlé. Voilà. Et donc, pour terminer, je pense que j'ai terminé avec le dernier sujet sur les fraudes. Donc, pour moi, je suis pas surpris. Et, Mhm. et pour compléter l'information que tu as donnée, il faut dire que ces deux candidats-là sont des... Attends, ont- attends, avant de Oui, pardon, transiter oui, sur le sujet, oui. je voudrais dire, j'ai oublié même de souligner que bah, voilà, il y a un influenceur camerounais dont j'oublie le nom qui est en Europe qui a fait une vidéo qui disait que voilà, notre, notre consul se livrait, comme tu le disais, aux activités peu catholiques avec une jeune fille qu'on lui avait proposée comme ça.
Et puis la jeune fille aurait introduit quelques stupéfiants comme ça dans ses boissons. Et là, bien drogué, couché et inconscient, on a fait appel à des petits garçons et puis toute sa caquette était dehors. On a fait des photos et tout et tout. Et tu vois, je sais pas, les pratiques sexuelles sur les mineurs, ça ne blague pas en France, bien en Occident, au C'est c'est- Cameroun aussi. c'est Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il s'est donné à des pratiques sexuelles peu orthodoxes. Bon, j'ai pas voulu oui, rentrer dans les détails, mais dans les il se pourrait détails. effectivement que voilà, Mhm. qu'il ait été filmé inconscient donc ça c'est Inconscient. aussi, Oui, je dis bien inconscient, il se pourrait parce que je n'ai pas se pourrait. clairement, oui, il se pourrait que ce soit Parce ça qu'on n'a pas les preuves, hein, c'est ce qu'on dit. exactement. Mais parce que C'est ce qu'on- juste après ça, moi il y a un audio qui a fuité et dans l'audio c'était l'accent d'un donc d'un Français qui s'exprimait et qui avait Mhm. déclaré que voilà. Et donc, pour conclure avec le sujet sur les fraudes, je voulais juste te dire que les candidats en question, en fait, de ce qu'ils reçoivent, en fait, ils sont, ils sont parrainés par la présidente de la Chambre Oui. de notaires du Cameroun. Mhm. Et il s'avère que cette dame-là est l'épouse d'un député du RDPC, tout simplement. Donc, Mhm. quand j'ai lu cette information-là, honnêtement, je ne suis pas surpris. Ouais, on n'est pas surpris, hein. On n'est pas surpris, mais on se pose bien la question de savoir, hein, assez. On se pose bien la question de savoir pourquoi le Cameroun ne punit pas cela. Normalement, on devrait punir cela. Je vais commencer par les mêmes propos que mon copanéliste a tenu tout à l'heure. Je suis surprise même que tu poses cette question. Comme je ne cesserai jamais de dire cela, et on a un sérieux problème de gouvernance au Cameroun. Parce que de tels actes, par exemple, on ne punit pas. Je saurais dire le pourquoi. Parce que normalement, Mhm. la législation en vigueur prévoit que pour de tels actes, il y a des sanctions appropriées. Mhm. Mais combien de fois ces actes-là sont punis? Et aussi, je vais chuter et revenir sur le concours Leclerc des notaires. Ce sont Mhm. une chose en entraîne une autre. Ce sont des cas qui vont de pair au Cameroun. Ce sont des choses que l'on voit chaque jour. Et à un moment, ça n'étonne plus, ça ne choque presque plus parce qu'on est habitué à ça, c'est notre quotidien. Que Mhm. faire? Moi, je crois que la question même, c'est que faire maintenant? Moi, je crois qu'on devrait, du moins les médias tels que 237 Story, devraient, par exemple, rédiger des plaidoyers. Les organisations devaient également rédiger des plaidoyers, faire même signer des pétitions en espérant que peut-être de cette manière, les lignes pourront bouger. Parce que c'est tout Mhm. ce que je peux dire à ce sujet. Sinon, c'est le Cameroun. Et voilà nos réalités. Ainsi va la République comme quelqu'un signe souvent. Ok, d'accord. Ainsi va la vie, comme quelqu'un signe souvent. On est déjà habitué. J'ai l'impression que j'ai choisi je sais pas, un sujet qui fait la norme. Donc, c'est du genre, Dorine, est-ce que tu... NBD, est-ce que tu es étonnée? Mais ça, 237 stories, hein? mais ça ne veut pas dire que c'est pas choquant, hein. C'est juste que C'est nous choquant. sommes. Oui, oui, c'est bien sûr que c'est choquant. C'est choquant. Et c'est bien aussi que tu poses le sujet C'est en choquant débat pour montrer que, voilà. d'imaginer le fait que deux dossiers ont été rejetés à la base pendant que d'autres ont concouru, dépensé de leur argent, de leur énergie pour composer, pour étudier, bien composer, réussir, pour que ceux qui étaient à 0% de chance de réussir, réussissent à votre place. C'est méchant. Et puis, Ainsi va la République, hein. bref, dit ça me fait même mal hein, parce que ça me choque. C'est très choquant. C'est très, très choquant. Bon, Vous savez, il y a un philosophe camerounais qui disait encore dans un de ses livres,
Au Cameroun, on a normalisé les cas et on a écarté les normes. C'est-à-dire, Mhm, ça dit tout. Pour dire quelque part on veut bien que les choses se fassent comme ça devrait, mhm, mais comme je l'ai dit, je ne pense pas que ce soit le président qui soit le problème ou bien que ce soit un tel ou un tel, parce que ce n'est pas le président qui va venir demander à ce que l'on nettoie les routes. Ce n'est pas le mhm, président qui va te dire de ne plus lancer la poubelle. Ce n'est pas le président qui envoie quelqu'un, un parent, négocier pour que son enfant entre au lycée quand il sait pertinemment que son enfant n'a pas eu le concours. Ce n'est pas le président de la République qui fera tout cela. Nous-mêmes, nous mhm, sommes la cause et c'est d'abord un gros problème de changement de mentalité. On devrait commencer par changer nos mentalités. Personnellement, mhm. d'abord, impacter ensuite nos différentes communautés parce qu'on ne peut pas se lever, espérer une solution globale si individuellement on ne travaille pas. Non, Donc, non, je pour suis ce pas concours, d'accord. Je par suis pas exemple, d'accord. on ne peut pas penser que la solution viendra du jour au lendemain parce que ce sont les autres. Si un oncle qui est placé quelque part et qui pense qu'avec son influence, il va toujours faire passer les siens, si cet oncle-là ne se remet pas en question et se dit que plus tard, le Cameroun va quand même, aura besoin d'évoluer et il se dit seulement qu'il va penser à sa famille ou de penser à la nation entière, on restera toujours à tourner en rond et quelques-uns peut-être s'en tireront et le reste, il y a le docteur Abel qui aime bien le dire aussi, si quelqu'un, les chanceux vont finir peut-être fous seulement. Ouais, mais c'est d'où que le président peut sanctionner. Le rôle du président n'est pas de sanctionner justement parce il n'est pas là pour voir tout. Quand par exemple quelqu'un te dit sur un kilomètre de route, on va te dire qu'on a peut-être près d'une cinquantaine de milliards, alors qu'à côté, dans un pays voisin à côté, tu vas voir le même kilomètre de route qui aura coûté entre une dizaine de milliards. Ben C'est justement, vrai ben le oui, ça, président est ben oui. lent peut-être à la réaction, il est lent peut-être à frapper du poing sur la table, mais ça ne veut pas dire, je ne sais pas si c'est que les bons chiffres remontent jusqu'à lui. Ce sera d'abord ça la Ah, question. Est-ce qu'il est au courant de jusque-là? Est-ce qu'il regarde la même télé que nous, par exemple? justement, c'est parce que s'il n'est pas au courant, c'est encore plus grave. C'est encore pire. Il y a toutes les chances qu'il ne soit pas au courant de là. Parce Bon, que, c'est pas parce nous que qui lui donnons, qui lui faisons c'est les rapports, mais c'est il y comme a on toutes dit, les si, chances. si tu es un chef de famille et tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans ta maison, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que tu n'es pas le véritable chef de famille. Non, tu resteras toujours le chef de famille à la seule condition que peut-être la mère a su bien couvrir les enfants. Non. En tout cas, moi, je pense qu'il doit sévir. On a toujours dit ça, hein, l'exemple vient d'en haut. Quand nous sommes tous au courant que tu viens de dire, de donner un exemple sur le kilomètre de route, si toi, tu es au courant de ça, comment tu peux expliquer que le président de la République ne soit pas au courant? Alors qu'on dit que c'est le premier en tout, c'est le premier sportif, c'est l'homme le plus renseigné, bref, il est le premier de tout. Mais pour l'information, il est le dernier à être informé. C'est pas possible. Je pense pas. Disons juste que c'est terrible. C'est terrible. Nous sommes tous muselés, nous sommes tous dépassés par les événements, par ce qui se passe au Cameroun. On espère, on se dit peut-être que les choses vont changer, peut-être, peut-être. Parfois, même dans les taxis, vous voyez, des gens disent toujours que ce pays va changer, il changera sûrement. Voilà, quelque chose s'est passé au Niger, à l'étranger. L'actualité est vraiment brûlante. De ce côté, le chef de la junte qui a renversé le président Mohamed Bazoum propose une transition de 3 ans maximum, ce qui a été rejeté par la CEDEAO. Je ne sais même pas trop de quoi il s'agit. Je pense que nos auditeurs aussi veulent savoir ce qui se passe, pourquoi cela a été rejeté, quelles sont les raisons qui motivent quelles sont les raisons qui motivent ce rejet. C'est notre manière de reformuler la question. Je vais repasser la parole à CWK. Merci encore de cet honneur que tu me fais, NVD. Oui, tu Sinon, dis seras tout toujours simplement, honoré sur ce plateau, hein. je t'en prie. Alors, dis tout simplement que la situation actuelle au Niger euh, c'est un gros statu quo où on ne sait plus si on avance ou si on recule, aussi bien des Oui. deux côtés. Alors, Mhm. il y a, jusqu'à récemment, après le coup d'État, la junte qui a pris les commandes du pays a traîné, a traîné. Généralement, vous verrez si on regarde dans la plupart des pays où
des institutions ont été renversées. Les institutions mises en place démocratiquement ont été renversées. Mhm. Ce que les putschistes font généralement, c'est de proposer pour une période, puisque généralement la communauté internationale voudra toujours qu'il y ait un gouvernement démocratique. Alors, qu'est-ce que les putschistes feront généralement? C'est de proposer un calendrier qui va permettre à ce que les civils reviennent au pouvoir. Ça a été le Oui. cas, par exemple, au Tchad jusqu'à présent, où c'est vrai qu'abusivement, les gens appellent le président Déby, qui est au Tchad actuellement président. Mais Mhm. c'est bien, la formule complète devrait être président d'une commission du comité de transition qui est sous pied. Donc, ce n'est pas le président qui est élu parce qu'il n'est pas civil, il est militaire, il faut le rappeler. Pareil pour Mhm. ce qui est du Burkina Faso, ce sont des militaires qui sont là, mais il y a un calendrier qui a été prévu. Le calendrier, par exemple, est la manière pour ceux qui ont pris le pouvoir avec la force de montrer de montrer aux yeux du monde que nous voulons bien que la paix revienne, simplement qu'on ne voulait plus la politique faite par le président que l'on a renversé. C'est pourquoi on vous Mhm. propose ce calendrier, c'est-à-dire, on a telle période, par exemple. La première chose qu'ils font généralement, les politiques, c'est de dissoudre l'Assemblée nationale et de dissoudre donc Oui. par là le gouvernement, dissoudre même, en fait, dissoudre toutes les institutions généralement. De ce fait, l'État est généralement obligé de fonctionner avec des décisions prises soit à la hâte ou des décisions prises sous la forme d'urgence. On va voir par exemple un président qui est comme Bazoum qui a été renversé. Il est renversé, mais il n'est pas encore parti complètement. On aurait Oui. vu dans d'autres cas quand on renverse le président, il part en exil. On lui donne une voie de sortie. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas dit ici la dernière fois quand on évoquait toujours le Niger, c'est que la construction du palais présidentiel du Niger est faite de Mhm. telle sorte que avant d'arriver au niveau du palais présidentiel, il y a d'abord un camp. C'est-à-dire le palais est renfermé dans un camp. Donc c'est plus facile encore pour les militaires soit d'aller faire du mal au président s'ils le veulent. Parce qu'il est Mhm. directement dans un camp. Pour ceux qui connaissent un peu Yaoundé, c'est comme si on disait que le palais de Toudi est gardé, au quartier général qui est en Guayaquil. Donc, Mhm. pour le cas de Niamey, quand le président est renversé, les putschistes ont traîné pour proposer quelque chose à la communauté internationale. Cette impression qu'ils ont voulu voir quelle devait être la réaction des autres. Et la réaction ne s'est pas faite attendre de la part de la CEDEAO et de Mhm. l'Union africaine. Déjà, on a exclu le Niger des instances de l'Union africaine, mais par la suite, la CEDEAO, qui depuis quelque temps ne fait qu'insister sur le fait de vouloir intervenir militairement. Ce n'est pas forcément la chose la plus voulue, puisqu'on sait que démocratiquement, et même en Afrique, comme on le dit toujours, quand on a un problème, on est au village, on part en bas de l'arbre par là, tout le monde vient, on s'assoit, on parle. Pourquoi est-ce que pour le cas précis du Niger, on ne voudrait pas s'asseoir et parler, mais on veut plutôt faire la guerre? Là, ce sont des La intérêts guerre. que moi, je ne peux pas connaître, je ne peux pas savoir jusqu'où est-ce que ça va. Oui. Mais toujours est-il que récemment, cette semaine même encore, les militaires au pouvoir ont proposé donc un calendrier de transition qui devait aller sur 3 ans. La Mhm. CEDEAO a rejeté cette proposition-là. Oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Or, bien qu'ils aient rejeté cette proposition, la bonne nouvelle ou bien la mauvaise nouvelle, c'est que les militaires ont dit, vous ferez tout ce que vous allez faire, mais tout est possible. C'est-à-dire, on peut accepter tout ce que vous allez accepter, vous allez nous proposer, sauf voir Mohamed Bazoum revenir au pouvoir. Alors, c'est où il y a Mhm. l'impasse, il y a le gros statu quo dont je signale au début de mes propos, parce que on ne sait pas ce qu'il faut faire. Est-ce que, par exemple, on décide donc finalement d'exclure l'équation Bazoum et dit il ne va plus revenir, même si c'est vers nos intérêts ou pas, il ne va plus revenir, Mhm. on va faire avec ceux qui sont là actuellement. Quitte à dire à ceux qui sont là actuellement que d'accord, votre calendrier il est long, on peut faire aller peut-être sur 2 ans seulement, le temps que vous remettiez les institutions en place et qu'un gouvernement, Oui. les élections soient organisées et qu'un gouvernement civil revienne. Mais on peut aussi proposer aux militaires qui sont en place, exiger même que si on accepte votre calendrier, aucun d'entre vous ne devrait se présenter. Ça a été fait ailleurs et ça a marché. Des Mhm. cas où on a clairement dit, si vous êtes militaire, que vous avez pris le pouvoir, soit vous démissionnez de l'armée et en ce moment-là, quand vous allez
prendre les institutions, c'est un civil, vous vous représentez comme un civil, mais vous ne pouvez pas dire que non, je suis président de la République, je suis colonel en même temps, par exemple, comme c'est le Oui, cas oui. au Mali ou bien au Burkina. Donc, il y a des propositions qui peuvent être faites et je pense que c'est à ce moment-là que tout est en train de ce qui est en train de coincer actuellement. On essaie de comprendre est-ce que sur les deux phases, les propositions qui sont faites par la CEDEAO en termes d'entrer là militairement ou bien en termes de on fait avec des militaires qui sont là, quitte à ce que on renégocie tout. Voilà un peu où en est la situation. Mhm. Ok, merci vraiment pour cette intervention. Mhm. Chicharito, comment perçois-tu ce refus de ton côté? Comment je perçois ce refus? Pour moi, je dis que c'est un refus, j'ai envie de dire salvateur. Je peux Oui, m'exprimer ainsi. En fait, je vais dire, ça va. Excuse-moi, non, non, j'ai dit une connerie. Comment je perçois le refus? J'ai envie de dire, euh, j'ai pas envie d'utiliser de gros mots. J'ai envie de dire, on peut s'en passer de la décision de la CEDEAO. Voilà, c'est ça que j'ai envie d'utiliser. oui, Pourquoi? Je m'explique. Parce que il faut savoir, c'est de quelle CEDEAO nous parlons, en fait. oui. C'est de qui parlons-nous? Mhm, Vous savez, par exemple, que le président ivoirien a modifié la Constitution pour se mhm. représenter. Qu'a dit Oui, la CEDEAO à son temps? Rien. rien, rien. Vous savez que en ce moment, au Sénégal, le Sénégal qui jadis était présenté comme un modèle de démocratie en Afrique, Oui, un depuis modèle de quelques démocratie mois, c'est l'inverse qui se étendu, produit oui. avec comment on appelle ça? Les arrestations des manifestants, avec les brimades des opposants, notamment Ousmane Sonko, à qui Mhm, on a fait je ne sais pas combien de procès, ça n'a pas fonctionné. Bon, au final, on l'arrête quand même. Pour quelle raison, on ne sait mhm. pas. Donc, et c'est ces personnes-là qui veulent donner des leçons de démocratie. Vous avez même vu qu'au tout début comment j'ai appelé ça, de ce coup d'État, on a envoyé le président tchadien en place pour essayer de Oui, faire une médiation et raisonner. C'est ce qu'ils avaient utilisé comme terme. oui. Raisonner la junte en place pour qu'elle démissionne. Mais est-ce qu'on n'est pas Mhm. dans une vaste blague, en fait? Quelqu'un qui lui-même est arrivé par coup d'État veut venir t'expliquer en quoi le coup d'État n'est pas une bonne chose. Bon, on va dire Une blague. officiellement, sans te couper, Chicharito, que le président tchadien n'est pas arrivé par coup d'État, même si ce n'est pas comme Mais, Jean-Bruno Tagne le disait encore, ce n'était pas le voix bébé, mais ce n'était mais, pas quand même, on va pas mais dire officiellement que c'est un coup d'État, il n'a pas tué son père, tu appelles ça officiellement. quoi? Oui, il n'a pas tué son père, mais Officiellement, en tout cas, on dira, en fait, je préfère mettre des garde-fous sur tout ce que non, l'on non, se je dit, mets parce pas. que Non, non, non. Pour moi, il n'y a pas non, de non, garde-fou. c'est bien Att- précis, c'est bien Non, de non, dire ce qui est, même s'il y a ce que l'on pense en, non, comme on non. dit souvent, il y a l'officiel et il y a l'officieux. Mais officiellement, ce n'était pas un coup d'État. Je, Même si ça a je- été adoubé par la France. Très bien. Je vais expliquer pourquoi c'est. Mais Je est-ce vais. mais est-ce qu'il y a une constitution tchadienne? Et Il y a des textes voilà, tchadiens merci beaucoup, qui MBD. C'est là disent où que, je voulais en qui venir. disent que En fait, après le décès le décès exactement, du président, MBD. est-ce Ouais, qu'il n'y a voilà. pas peut-être un membre à l'Assemblée nationale ou Mais bien au Sénat tu as tout dit. En fait, qui tu as tout assure dit, MBD. l'intérim à la Non, mais place d'un autre militaire, le fils non, en mais plus? NBD, c'est là où je voulais en venir, en fait. Je voulais Oui. justement expliquer à CWK que, en général, quand on parle de coup d'État, on ne Mhm. voit que le volet coup d'État militaire. Mais il y a aussi des coups d'État constitutionnels. C'est aussi un coup d'État. Oui. Quand tu modifies la Constitution pour t'éterniser, pour rester au pouvoir, c'est un coup d'État. Et donc, ce qu'il a fait, c'était un coup d'État constitutionnel. Donc ça, c'est connu de tous. Et maintenant, pour moi, la CEDEAO craint quelque chose. C'est la vague de contagion. Il y a eu le Mali, la Guinée, le Burkina, aujourd'hui c'est le Niger. Macky Oui. Sall, avec ce qu'il est en train de faire chez lui. Bon, je crois que lui, il commence aussi à se poser des questions. Est-ce que ce Oui. n'est pas mon tour dans quelques semaines? Monsieur Ouattara, qui lui aussi a modifié la Constitution, se pose aussi des questions. Donc moi, je pense que c'est plus ça qu'il veut défendre. Mais maintenant, derrière Mhm. ça, allons un peu plus loin dans le débat. Oui. Les pays du Sahel vivent comment il veut dire ça? Vivent sous la domination, si j'ai envie de dire, non, sous les attaques terroristes depuis des années, Oui. depuis le départ du guide libyen Kadhafi.
qu'a fait la CEDEAO d'un point de vue militaire? Donc, si je comprends bien, rétablir l'ordre constitutionnel au Niger en 2023 est plus importante que la population qui meurt, que ce soit dans le Sahel, depuis plusieurs années. Et donc, de mon point de vue, la CEDEAO, pour moi, on n'a même pas besoin. Je ne sais même pas pourquoi ces États-là continuent à rester dans cette organisation. On n'a même plus besoin de cette organisation. Et le Mali, le Burkina et le Niger ont déjà, par exemple, signé un partenariat de défense. C'est-à-dire que les forces maliennes peuvent entrer dans le territoire nigérien et les forces burkinabèses également. Et ensuite, ces pays-là avaient fait une déclaration pour dire que si la CEDEAO entre militairement au Niger, c'est une déclaration de guerre contre les pays maliens et burkinabés. Et ensuite, et en Mhm. plus, ils vont sortir de cette organisation-là. Et moi, je pense que aujourd'hui, je ne soutiens pas les coups d'État, mais je pense qu'il y a ce qu'on peut appeler des coups d'État salvateurs. Vous avez vu que la population est massivement sortie pour adouber. Nous tous, nous parlons très souvent de démocratie, mais c'est quoi la démocratie au final? Pouvoir au peuple, ou bien c'est, comment on dit ça? C'est le Le gouvernement pouvoir du du peuple, peuple, par le par le peuple peuple et et pour le pour le peuple. peuple. Donc, si le Voilà. peuple a adoubé ces militaires-là. Pourquoi on ne laisserait donc Mhm. pas le choix aux militaires de s'installer, de faire leur transition de 3 ans et d'évaluer à la suite? Je prends par exemple, si vous vous souvenez du cas Moussa Dadis Camara en Guinée, il était arrivé par coup d'État. Il a été adoubé par le peuple. Et quelques Mhm. années plus tard, c'est le même peuple qui l'a déposé. Qu'il a renversé. Tout à fait. Bon, Donc, il faut... ici, on constate dans ce cas, on constate vraiment que là, on sent que le peuple est vraiment à l'origine du pouvoir et exerce le pouvoir en le contrôlant. Bon, en fait, ce que je peux dire, c'est que on a vu les Nigériens sortir massivement pour Oui, adouber la junte en place. oui, Donc, pour moi, oui. je souhaite qu'on les laisse déployer leur programme. Et si après, Mhm. ça ne marche pas, ça ne convient pas aux Nigériens, qu'on laisse les Nigériens eux-mêmes Décider. décider de leur sort, en fait. Et que ce ne soit Mais pas c'est la la CEDEAO. manière de décider aussi qui pose problème. Nous sommes dans un monde civilisé, il y a des référendums. Je suis tout à fait d'accord C'est la manière. avec toi, NBD, mais je me pose une question, NBD. Si aujourd'hui Mhm, tu vas voter pour un président qui t'a par exemple promis une route, j'ai dit n'importe quoi, c'est un exemple mhm, que je donne, et son mandat court sur 7 ans, mhm. tu vois qu'une fois qu'il arrive, il te suspend l'eau, il te suspend l'électricité, il t'interdit d'aller à l'école, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu fais? Tu attends quand même les prochaines 7 années avant de le déposer. Mais entre-temps, peut-être que tu Bon, seras mort. entre-temps, j'ai soif. Ben voilà, et entre-temps, tu as soif. Donc pour moi, je pense que... Et il faut aussi savoir que la junte lui reproche quelque chose de très grave. Haute trahison. Si vous vous souvenez, bon, peut-être parce que bon, voilà, il y a aussi une information qui avait circulé. En fait, il y avait certains terroristes qui avaient été arrêtés par les militaires nigériens Mhm, et le président Bazoum les a fait libérer. Et ces terroristes-là ont commis des exactions meurtrières au Niger. Donc ça aussi, il faut mhm. le voir. Et vous vous souvenez, il a fait de très nombreuses déclarations contre sa propre armée, où il disait que les terroristes étaient plus qualifiés, plus armés que l'armée nigérienne, un président Oui. de la République. Donc, en fait, il faut aussi voir même pour qui roule au final. Si vous voyez que c'est les médias, c'est surtout il y a un pays occidental que nous connaissons tous qui d'un côté, comme au Tchad, est allé adouber le président, le militaire, et de l'autre côté condamne. Et c'est pour ça que souvent on parlait en tout cas, nous pensons que c'est aussi mieux pour nous de changer même de partenaire. Parce qu'on veut des partenaires lorsque c'est bleu, qui disent que c'est bleu, et quand c'est noir, qui disent que c'est noir. Parce que dans un cas, c'est bleu, quand c'est bleu, et quand c'est encore bleu, dans un autre cas, ils disent que non, c'est plutôt noir. Donc, ils retournent leur veste, en fait. Et donc, Mhm. voilà un peu ce que je peux dire grosso modo concernant cette affaire. Je laisse la parole à Assez. Ok, d'accord.
Mais là, nous sommes déjà à plus de 22h18 minutes. Il est exactement 22h25 minutes et je pense qu'on a déjà fait le tour de tous les quatre sujets que nous avons, de tous les quatre sujets qui nous ont été proposés cette semaine. Vous écoutez 236 Story, votre podcast qui traite de l'actualité sociale, économique, politique, culturelle, actualité des réseaux sociaux au Cameroun. Depuis un certain temps, 236 Story est allé se promener ailleurs dans toute l'Afrique, traiter aussi des sujets houleux, des sujets importants qui font euh, couler beaucoup d'encre et de salive dans le monde. Aujourd'hui, nous avons traité des sujets de société, des sujets à l'étranger, des sujets d'actualité comme la fraude aux examens. Nous avons pris le cas de l'examen pour l'accession au statut de premier de clerc, de statut de premier clerc de notaire camerounais. À l'étranger, nous avons parlé de la proposition de transition pour une période allant de 3 ans qui a été rejetée par la CEDEAO. Nous avons parlé du décès de Pigogine, de décès suite à, on ne sait pas, un accident. On ne sait pas si c'est vraiment un décès. On attend toujours les résultats d'ADN qui sont presque impossibles du fait qu'il n'y ait ni mort, rien, 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 rien. On attend toujours, les informations sont toujours là. Peut-être vendredi prochain, on va retraiter le sujet avec le même sujet sous un autre angle. Nous avons parlé aussi en société du vice-consul de France au Cameroun qui s'est retrouvé pendu à son domicile. Nous avons essayé de parler des circonstances de ce décès. Voilà, c'était là nos différents points focaux cette semaine. Nous espérons que vous avez consommé très bien, sans modération, ce podcast. Nous vous retrouvons sûrement la semaine prochaine, toujours sur nos plateformes. Nous sommes sur YouTube, parfois sur WhatsApp. Nous partageons souvent nos podcasts sur WhatsApp, dans nos statuts WhatsApp, dans notre site internet aussi, sur YouTube, je l'ai dit tout à l'heure, sur TikTok aussi. Nous sommes contents de vous savoir de plus en plus nombreux à vous écouter. Restez toujours scotchés sur 236 Stories parce que 236 Stories cible de manière intelligente les sujets qui vont retenir votre attention à vous, les amoureux de l'information et de la vraie information, parce que ces informations, nous essayons quand même de les passer sur le crible de la vérification, et lorsque nous ne sommes pas sûrs, on utilise les temps verbaux qu'il faut. Portez-vous bien d'ici là, au revoir et à bientôt. Bye. Allez dormir, vous êtes trop fatigués.